Eh bien bonjour, bienvenue, merci d'être là. On va parler transformation numérique et souveraineté industrielle. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Guillet. Bonjour. Nicolas Guillet, donc, qui a fait 30 ans dans l'industrie métallurgique, enfin l'industrie manufacturière d'une manière générale. 15 ans à l'international, je crois bien. 10 ans chez TKMF. Oui, à peu près. TKMF, ThyssenKrupp Matériel France, donc, qui est un heureux client d'Accelor. Et nos chemins se sont notamment croisés justement en 2021, si je ne dis pas de bêtises, quand ThyssenKrupp, par l'intermédiaire de Nicolas, a choisi d'opérer une transformation importante, tant sur son business model que sur son operating model. Et le choix de l'ERP, à ce moment-là, était une question qui a été posée. Et donc on a démarré ce projet-là à ce moment-là. C'était un beau projet. Nicolas pourra en parler peut-être, même si ce n'est pas l'objet pendant son intervention. Et je vous laisse démarrer du coup. Parfait. Merci. Merci à vous d'être là, de vous être déplacé. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler de transformation numérique, de l'impact que ça a sur notre souveraineté industrielle, ou en tout cas le moyen que ça nous donne de recouvrer une partie de notre souveraineté industrielle. Mon propos ne va pas être de donner des leçons ou des règles absolues, c'est plutôt un retour d'expérience basé sur 30 ans effectivement dans l'industrie, les 10 dernières années dans des structures ou dans des contextes de transformation, voire de retournement. Et retourner une entreprise au moment où on cherche à la digitaliser, ça permet de faire plein d'erreurs. Et la plupart des choses qu'on va évoquer, sont au départ des erreurs que j'ai faites. Et donc que j'essaie de partager avec vous, avec l'idée que peut-être ça puisse servir à quelques-uns pour aller plus vite. Donc voilà, ça n'a pas d'autre ambition. Un petit point pour commencer, quand on parle de souveraineté nationale, je vais insister là-dessus, je ne suis pas un prosélyte du nationalisme, ce n'est pas mon propos. La notion de souveraineté, j'insiste là-dessus, c'est la capacité qu'on a, comme pays ou comme continent, à l'échelle de l'Europe d'ailleurs bien souvent, de pouvoir rester les maîtres de notre destin. Et on l'a vu, l'exemple du Covid est pour moi un exemple iconique, on s'est retrouvé dans une situation où nous, société française, n'étions plus capables de savoir comment on allait traiter nos personnes âgées. Parce que pour pouvoir s'occuper d'eux, il fallait des masques, et des masques, on n'en avait pas, donc on était obligé de prendre des mesures, des décisions qui nous étaient imposées par l'extérieur, les enfermer dans des EHPAD, au lieu de pouvoir mettre en œuvre les solutions qui sont celles qu'on a envie de. C'est-à-dire, c'est notre choix de société, de la façon dont on veut s'occuper de nos personnes âgées. Donc pour moi, c'est ça la souveraineté nationale. Et l'industrie, on a découvert depuis quelques années, au fil de grands bouleversements, que notre souveraineté dépend aussi de l'intensité, de l'importance de nos industries. Nous ne sommes pas très riches en matières premières en France, vous le savez, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et on a encore quelques usines. Et l'idée, c'est pour aider notre industrie française, la transformation digitale, la numérisation de nos process, de nos métiers, etc., on va voir après tout ce que ça implique, est un moyen de renforcer cette industrie. Et en renforçant cette industrie, on a plus de leviers pour maîtriser notre avenir commun en tant qu'État, en tant que nation. Alors quand on parle de transformation digitale dans les milieux, dans l'industrie, entre patrons d'entreprise, on est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de transformation digitale, on a un peu l'impression d'écouter des ados qui sont en train de parler de sexe dans la cour de l'école. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous écoutez les ados, j'en ai à la maison, le sexe, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ils n'ont pas bien compris encore complètement comment on le faisait. Ils ont l'impression que tous les autres autour d'eux, ils sont déjà passés, l'ont déjà fait. Donc en fait, pour se vanter dans la cour de l'école, ils disent qu'eux aussi, ils l'ont fait. Eh bien, le même peut être dit des patrons, des dirigeants de sociétés industrielles. Quand on parle de transition numérique, la plupart d'entre nous ne savons pas comment le faire. On ne sait pas par quelle boule prendre. On pense que c'est agréable, mais on n'en est pas bien sûr. Donc pour frimer, on dit que nous aussi, on est en pleine transformation digitale. Une fois qu'on a dit ça, un des enjeux de la digitalisation, et ça va être un message que je vais porter tout au long de ma présentation, c'est celui de la complexité. Parce que quand on se dit, après en avoir parlé dans la cour de l'école, là, ou dans la réunion
des patrons, on se dit qu'on veut y aller. Le sujet peut sembler très complexe. Et moi, je suis même convaincu, avec l'expérience que j'ai, que la complexité, elle vient de l'extérieur. La complexité pour les industriels, c'est de faire des choix technologiques. Est-ce qu'on reste dans le moteur à explosion? Est-ce qu'on va vers le moteur électrique? Bon, on a quelques idées là-dessus, mais à quelle vitesse on y va, par contre, c'est une vraie question. On a des questions donc, sur des choix de techno, on a des questions sur des choix de business model. Autrefois, les fabricants de pneus, on va citer Michelin, ils fabriquaient des pneus, puis ils vendaient des pneus. C'était des industriels du pneu, du caoutchouc. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ownership, on passe dans le usership. Et donc, un Michelin, il va vendre des heures d'utilisation de pneus à des gens qui gèrent des flottes de camions. Ils ne vendent plus un produit, ils vendent un usage. Donc, vous voyez qu'il y a des vraies questions à se poser. Vous avez des questions sur la supply chain, la sécurité de la supply. On l'a vu, il suffit qu'il y ait un porte-container qui se mette en travers dans un canal et on parle d'arrêter la moitié des chaînes de production automobile de l'Europe de l'Ouest. Donc finalement, il y a des vraies complexités dans notre monde, dans la transparence, dans la gestion des supply chains, dans les choix de business model, dans l'environnement dans lequel on est. Donc moi, mon message, c'est gardons simple ce qui peut l'être. Et la transformation numérique, transformation digitale, c'est quelque chose pour lequel on doit aller chercher la complexité. Et un des moyens d'éviter la complexité, c'est dès le départ, ou en permanence, réfléchir à nos process, à la façon dont on travaille. Parce qu'il n'y a rien de pire que de venir mettre des process complexes dans un environnement digital. Et plus on est malin, simple, pas simpliste, mais simple dans la façon dont on va développer nos BPM, et plus on a de chance de se concentrer sur ce qui est vraiment important, de ce qui est vraiment complexe, et d'enlever la complication. Une fois qu'on a dit ça, là encore, je vais vous rappeler avec 3 exemples vécus chez ThyssenKrupp à quel point le monde est simple. L'économie, c'est quelque chose de très simple. Pour gagner de l'argent, il faut des revenus, on a des coûts. Et idéalement, il faut que les revenus soient supérieurs aux coûts. D'accord ? Jusque-là, tout le monde suit. Alors, je vous parle d'un modèle industriel. Je sais que dans le monde merveilleux des startups qui se fréquentent ici, il y en a qui choisissent la traction plutôt que le profit. Ce sont d'autres discussions, mais quand on est industriel, vendre à perte, mais se rattraper sur le volume, ça ne marche pas bien. C'est comme ça qu'on a fermé la sidérurgie dans les années 80. Donc, on est sur des modèles qui sont simples, et je vais rester simple dans ma présentation. Premier levier pour améliorer sa performance économique, c'est d'augmenter le revenu. Et une façon évidente de le faire, on l'a fait chez ThyssenKrupp, ça a été d'inventer non pas de nouveaux business models, mais de venir inventer de nouveaux canaux d'affaires. Ce que vous voyez là, c'est une plateforme de marché qui répond à un besoin dans la distribution industrielle, un besoin qui est très simple. Quand vous avez des surstocks, vous ne voulez pas que vos concurrents le sachent, parce que s'ils le savent, ils savent que votre performance, votre gestion de stock a été mauvaise. Donc vous envoyez des signaux. Si vous le mettez sur le marché, les gens vont savoir que c'est des surstocks, donc vous êtes désespéré pour les vendre, donc ils vont vous en offrir des prix dégueulasses. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à vendre ces surstocks sans vraiment que on sache qui a fait les surstocks et essayer d'anonymiser tout ça. C'est ce qu'a fait ThyssenKrupp en créant une start-up qui s'appelle SteelBuy. Et vous voyez ici, il n'y a aucun des logos dont ThyssenKrupp est fier d'habitude. Vous allez sur Internet, c'est SteelBuy. C'est une plateforme de marché qui amène une fonction, une caractéristique dans le monde de la distribution industrielle, la capacité de se débarrasser de ces surstocks dans des meilleures conditions. Donc, en faisant ça, ThyssenKrupp a leveragé, a utilisé un élément simple de transformation digitale à travers une plateforme de marché. Idéalement, si cette plateforme de marché peut être pluguée directement avec le RP pour automatiser le fulfillment, c'est encore mieux, d'accord ? Et c'est vers ça que tend le modèle. Mais c'est la première façon de gagner de l'argent. La deuxième façon de gagner de l'argent, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est on fait baisser les coûts. Et c'est souvent par là, dans les environnements industriels, on attaque le sujet de la transformation. C'est pour ça qu'on parle d'IoT, c'est pour ça qu'on parle d'IA, c'est pour ça qu'on parle de tous les leviers qui souvent sont autour de la data, d'ailleurs, autour de la donnée, qui servent à mieux piloter nos outils industriels.
On va parler de Manufacturing Execution System, de Warehouse Management System, de tous ces outils. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, on a une vraie culture de la data. C'est-à-dire, on l'apprend quand on est tout petit, quand on fait du lean, jeune ingénieur de production. If you don't measure it, you won't improve it. Si vous ne le mesurez pas, vous ne l'améliorez pas. Donc, petit ingénieur de prod, chez un Getzar, il commence à faire des bâtonnages. Il bâtonne, il compte, et quand on commence à bâtonner, on commence à voir des phénomènes. Donc, évidemment, naturellement, cette façon d'être, cette façon de penser qui est très alimentée par le Lean, par les démarches Kaizen, a nourri et a appelé beaucoup d'initiatives dans les entreprises industrielles. Et on a des cas d'usage qui sont extrêmement nombreux, que ce soit sur du pilotage d'installation, que ce soit dans la supply chain et dans l'analyse et la visibilité en temps réel dans sa supply chain, que ce soit dans l'IoT qui permet de récupérer de la donnée et ensuite, grâce à des outils, des algorithmes ou à l'intelligence artificielle, on vient analyser sa donnée de manière à être de plus en plus prédictif dans sa maintenance. Parce que qu'est-ce qui coûte cher dans un environnement industriel? C'est quand la machine ne marche pas, quand elle ne produit pas. D'accord? Donc être capable d'anticiper des pannes, moi, je me souviens avoir vu des choses, des startups très techno, très traitement du signal, à Vivatech par exemple, qui capturaient des phénomènes vibratoires et qui étaient capables, avec du machine learning, d'anticiper ou de venir analyser les phénomènes vibratoires qui permettaient de dire qu'il y avait un engrenage qui bougeait moins bien, donc qui commençait à s'user, donc il fallait le changer avant qu'il tombe en panne. Ça, c'est vraiment le cœur de la transformation digitale dans les milieux industriels. Mais il y a une troisième dimension, et c'est sur cette troisième dimension que je voulais revenir un petit peu. On a vu comment augmenter la top line, les revenus, baisser les coûts, très bien. Il y a une troisième dimension, et il ne faut pas la négliger dans les environnements industriels, c'est la capacité à inventer des nouveaux business models, ou en tout cas à mettre en œuvre ce que j'appelle l'operating model, le modèle opérationnel qui permet de supporter le business model. Je vais vous donner un exemple issu également de l'histoire de ThyssenKrupp. ThyssenKrupp fait depuis longtemps des ascenseurs. Alors pour l'anecdote, ThyssenKrupp a vendu sa division ascenseur, ça fait plus partie du groupe ThyssenKrupp, maintenant on l'appelle ça TKE, mais pendant très longtemps c'était au sein du groupe Thyssen. Et ThyssenKrupp s'est rendu compte qu'il y avait un autre moyen de gagner de l'argent que de faire des ascenseurs, c'est de faire de la maintenance des ascenseurs. Et que dans le service, il y a des flux de cash, il y a une récurrence qui pour plein de raisons économiques, financières, de trésorerie, etc., valait le coup d'être développée. Seulement, quand vous êtes un technicien de maintenance de ThyssenKrupp, vous connaissez bien les matériels produits par ThyssenKrupp, mais si vous voulez vraiment aller au bout de ce pivot sur le business model et devenir une société de service, il faut que vous soyez capable de travailler avec des ascenseurs qui ont été faits par Otis, par Kone, par Schindler, par les grands du secteur et pas uniquement par Thyssen. Concrètement, le technicien de maintenance qui connaissait l'ascenseur ThyssenKrupp, quand il arrivait devant un Kone, il avait un tableau électrique duquel il n'était pas familier, d'un système hydraulique qui n'était pas celui sur lequel il avait été formé. Et assez tôt, ThyssenKrupp ascenseur, je vous parle de ça, c'est dans les années 2015, 16, 17, donc assez tôt dans ce qui est devenu, au démarrage de la technologie des HoloLens, s'est associé avec Windows pour pouvoir utiliser les HoloLens dans ce type de contexte. Factuellement, le technicien de maintenance est devant son tableau électrique. Il y a un technicien en back-office qui, lui, a accès aux bases de données, aux bases d'informations, qui va chercher l'information sur l'ascenseur Schindler, le balance en réalité augmentée au technicien de maintenance, qui est capable de voir, et on lui pointe, dans ton schéma électrique, tel relais correspond à telle fonction de l'ascenseur, etc., etc. Ce que je veux montrer là, c'est que finalement, la technologie est aussi un levier extrêmement puissant dans les entreprises industrielles pour faire évoluer le business model au-delà des sacro-saints principes de je réduis mes coûts et éventuellement j'en vends plus. Et ça, c'est pour moi une dimension très puissante et qui va contribuer à nourrir ce que j'appelais tout à l'heure la restauration de notre souveraineté industrielle. Par contre, vous voyez, finalement, ce n'est pas si complexe que ça. Hein. On est sur des règles simples. Mais ces règles ou ces principes requièrent quelques précautions. Comme on demande à nos adolescents tout à l'heure de prendre quelques précautions quand ils commencent à fricoter. Quand on déploie des projets industriels ou des projets numériques en environnement industriel, il y a quelques précautions à prendre. Et je voulais
je vais les partager avec vous parce qu'elles ont fait l'objet d'erreurs de ma part, donc autant que vous ne les refassiez pas. La première, c'est qu'on est dans des environnements où, comme disent les anglo-saxons, on a une legacy qui est importante, une histoire qui est très importante. Cette photo, c'est une photo qui date des années 30, mais la machine, un grand fabricant de machines américain, la Cincinnati, moi, il y a 1 an et demi, j'en avais encore dans mes usines des Cincinnati. Alors, c'était peut-être pas la même génération, mais c'était la même technologie. Donc, quand vous commencez à parler IoT, Manufacturing Execution System, double numérique de votre outil de production, il faut tenir compte du fait qu'il y a des équipements sur lesquels le signal ne viendra pas d'un PLC, ça viendra d'un jour, nuit, allumé, éteint. D'accord ? Et il faut être capable d'intégrer cette hétérogénéité dans la façon dont on attaque les sujets. Ça, c'est un premier message qui est très important. On n'est pas en train de travailler avec des DNVB, des Digital Native Vertical Brands, où finalement on a tout pensé par rapport à des processus digitaux nativement. Premier piège, ou premier risque auquel il faut être attentif. Le deuxième, c'est une image que j'aime beaucoup, c'est celle de l'agriculteur. Les Anglais disent « If you want to go deep, you have to go slow ». Si vous voulez labourer un champ en profondeur, vous devez aller lentement. Vous ne pouvez pas aller à fond de 4e sur votre tracteur. Gardez cette image en tête parce qu'elle est souvent... C'est une des contradictions auxquelles on est confronté. Le monde de la tech veut aller très vite, il y a toujours une nouvelle techno, il y a toujours de nouvelles idées, on est en mode agile, on ne fait plus de description fonctionnelle des besoins, on va tout faire en user story, dans des scrums à la vélocité fulminante. Si vous voulez aller profondément et changer profondément votre entreprise industrielle, vous devez tenir compte d'une autre temporalité, ou sinon d'une autre temporalité, en tout cas d'un autre rythme. Il faut tenir compte du fait que les équipes ne sont pas les mêmes, les technologies ne sont pas les mêmes. Vous êtes sur des changements, des transformations qui sont profondes, donc il faut les asseoir sur le temps. Et cette différence de temporalité, pour moi, peut être un piège, ou un écueil en tout cas, dont il faut avoir conscience. Troisième point sur lequel je veux insister, c'est celui de la data. Et dans l'industrie, j'ai envie de dire par essence, on est très attentif à la propriété intellectuelle. C'est ce qui nourrit les innovations dans la pharma, dans l'électronique, dans l'aéronautique. Donc cette notion de propriété intellectuelle est très forte. Je trouve que parfois, on la néglige quand on commence à exploiter de la donnée. Et on n'est pas suffisamment attentif à toute la richesse de cette donnée, et en tout cas à toute la richesse qu'on partage quand on la met à disposition. Je ne remets pas en cause, je vois Geoffrey Gougaud d'Axelor, je ne remets pas en cause les réflexions et les initiatives autour de l'open source. Attention, développer en open source, c'est une chose, utiliser l'intelligence collective, c'en est une. Par contre, la data qui est mise en œuvre dans des outils en open source, c'est ce qui fait la valeur de l'industriel. Et je vais vous donner un exemple perso. Il y a 1 an, quand ChatGPT est sorti, je voulais tester, j'ai balancé quelques données dans des prompts pour voir comment il les analysait. Et je me suis rendu compte, assez rapidement, Dieu merci, que je faisais une énorme connerie, pardon, une grosse bêtise. Parce que j'envoyais une information avec un nom de machine, avec des performances, avec éventuellement le nom de ma société, et je ne sais pas où ça va. Donc utiliser l'IA, c'est bien, faisons-le tous, mais par contre, il faut s'assurer que ces données ont été anonymisées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées contre nous un jour ou un autre. Voilà un exemple concret, et je vous dis, c'est une mise en garde, c'est pas une posture négative par rapport à la donnée, c'est plutôt un message de mise en garde sur la richesse qu'elle porte, la richesse qu'elle contient, et que cette richesse doit être préservée, comme on a la culture de préserver la propriété intellectuelle dans nos environnements industriels. Autre mise en garde, ça c'est ma poule, j'aime beaucoup ma poule parce que là on la voit, elle est bien, elle n'a pas le couteau. Mais souvent, vous le savez, on donne un couteau à une poule et comme vous le savez aussi, la poule ne sait pas quoi faire du couteau. Le message que je veux faire passer, c'est celui de la user experience.
autant quand on est dans du B2C, il y a des équipes complètes, et je suis sûr qu'à la Station F, il y a des gens qui sont très très forts là-dessus, sur la notion de user experience dans le commerce digital. Quand on commence à envoyer des outils liés à la transformation numérique, on balance dans des ateliers des systèmes ou des nouveaux outils, j'ai parfois eu l'impression qu'on allait donner des couteaux à des poules. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'industrie, j'ai un immense attachement aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans les usines que j'ai eu la chance de diriger. Mais un ouvrier, ce n'est pas un ingénieur informaticien. S'il est ouvrier, c'est parce qu'il a des caractéristiques, des capacités, une rigueur, une attention, un sens du détail, des qualités manuelles. Ce n'est pas un ingénieur informaticien. Donc pensons-y et soyons exigeants vis-à-vis de nous-mêmes quand vous êtes dans le monde de la tech et que vous développez des outils qui sont susceptibles d'aller dans des ateliers. Pensons-y quand on est côté client et qu'on veut déployer de nouveaux outils dans nos équipes. Respectons les gens qui vont s'en servir. Et ça ne sert à rien de... Et moi, j'ai vu des outils de Management Execution System, des MES qui étaient formidables. Mais si personne n'est capable de l'exploiter, on en revient à mon idée de tout à l'heure, faut peut-être mieux faire des bâtons alors. Comme on le faisait au début du Lean, faire du bâtonnage, parce qu'avoir trop de données et pas être capable de la mettre à disposition, c'est pour moi un écueil. Donc ça, c'est le premier, c'est un des pièges. L'autre piège, je vais l'illustrer par une petite histoire, l'histoire de la saucisse. C'est une petite fille qui est maligne et curieuse, à qui sa maman demande de cuisiner une saucisse. Et donc, pour cuisiner la saucisse, sa maman lui expliquait qu'il fallait couper les deux extrémités de la saucisse. Donc, elle coupe les deux extrémités de la saucisse, fait cuire la saucisse. Mais comme elle est curieuse, elle demande à sa maman, mais pourquoi est-ce qu'il faut couper les deux extrémités de la saucisse? Sa maman lui dit, écoute, ta grand-mère m'a appris à cuire les saucisses comme ça fait 60 ans qu'elle le fait, je cuis les saucisses comme ça, il faut que tu cuises les saucisses comme ça. Soit. Et la petite fille, comme elle est très très curieuse, va voir la grand-mère et dit, mais mamie, pourquoi est-ce qu'on coupe les extrémités des saucisses? Moi, j'ai toujours fait comme ça, ma chérie, parce que ma mère, ton arrière-grand-mère, m'a appris. Bon, alors, vous avez compris que maintenant, elle lâche pas le bout, la petite. Elle va voir Nanou, elle va voir son arrière-grand-mère et lui dit, mais Nanou, pourquoi est-ce qu'on coupe les deux extrémités de la saucisse? Et là, l'arrière-grand-mère la regarde et lui dit, mais attends, la toute petite poêle avec laquelle on cuisait les saucisses à l'époque, on l'achetait il y a vachement longtemps. Dans le monde de l'entreprise, il y en a partout des poêles et des saucisses. Il y a partout des processus qui ont été déployés, mis en œuvre, conçus dans un environnement pour répondre à certaines problématiques dans un contexte particulier, qu'on a pérennisés et qui font partie de notre système de gestion ou de notre système de production et auquel qu'on n'a jamais questionné. Et pour moi, ça, c'est un des messages les plus forts et que je veux porter, parce que c'est d'abord un message de courage managérial. Quand vous êtes patron d'une entreprise, le jour où vous envisagez d'une manière ou d'une autre de digitaliser des process, posez-vous ces deux questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le process tel qu'il existe est adapté à ce que je veux faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moyen de le faire plus simplement? Et ce que j'ai vu trop souvent, et moi le premier, c'est une erreur qu'on a faite, Olivier mentionnait qu'on a déployé non pas un, mais deux ERP avec Axelor en 18 mois, et malheureusement une des erreurs qu'on a faites, que j'ai tolérée et que je n'aurais pas dû tolérer, c'est d'avoir laissé les équipes continuer à utiliser des process qui n'étaient plus adaptés à un outil comme Axelor, et ne pas avoir pris le temps de challenger ces process et de regarder qu'est-ce que je veux faire pour mon client, quel est l'objectif que je vise, et comment est-ce que je dois repenser mon processus de manière à ce qu'il soit adapté à l'usage, et après seulement le digitaliser. Donc pensez à la poêle, à la petite poêle pour cuire les saucisses la prochaine fois que vous êtes dans ce genre de situation. C'est important de l'avoir en tête, et je vous dis, c'est important d'avoir le courage là c'est côté tech de dire d'alerter, et côté client de remettre en cause ces modes opératoires. Il y a un autre piège, le fétichisme de l'outil. C'est également un piège que moi j'ai vécu dans ma vie professionnelle. On est obsédé par quelque chose, et souvent on est obsédé par l'outil.
Et plus l'outil est moderne, la dernière techno, l'engin le plus zinzin. Et on croit, et c'est en lien avec ce que je disais précédemment, que parce qu'on est obsédé par la nouvelle techno, cette nouvelle techno, c'est Harry Potter et elle va résoudre tous nos problèmes. J'insiste, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, vous pouvez avoir le meilleur outil, si vous n'avez pas repensé vos processus, si vous n'avez pas pris l'opportunité de les adapter au monde dans lequel vous êtes, vous ferez efficacement, parce que l'outil est moderne et efficace, vous rendrez efficacement des mauvais résultats, parce que de toute façon, au point de départ, votre processus n'est pas le plus efficient. Il y a une histoire qu'on se raconte dans les écoles d'ingé, c'est quand vous allez chez le type qui va chez son dentiste et il en a marre de payer le dentiste puisque ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins bien remboursé. Donc il dit ok docteur, je vais investir, quelle est la meilleure brosse à dents que qu'on puisse utiliser? Est-ce qu'il faut que j'en prenne une à jet d'eau? Est-ce qu'il faut que j'en prenne une électrique? Et le dentiste, il sort de son tiroir une brosse à dents à 1,67 € avec un blister Carrefour. Il dit, écoutez, si vous en servez 3 fois par jour, 3 minutes à chaque fois, c'est le meilleur outil que vous puissiez utiliser. Et cette histoire qui nourrit souvent les réflexions autour du lean, autour de la rigueur opérationnelle, je la mets en regard de mon fétichisme des outils, où finalement il faut se poser la question, quand on s'est posé la question des processus, du type d'outil qu'on veut mettre en œuvre, et ce n'est pas forcément la dernière techno à la mode qui vous permettra d'avoir le meilleur jumeau numérique. Moi, l'expérience m'a montré que c'était pas forcément comme ça que ça marchait. Dernier message, ou avant-dernier message que je veux faire passer, c'est celui de l'utilisateur. On est parlé dans l'utilisateur en environnement industriel, l'opérateur qui met en œuvre la techno. Mais on a une finalité, c'est de servir un client. Et en B2B, même dans les environnements industriels, le client n'est pas un robot. Le client est un être humain fait de sang et de chair, comme vous, comme moi. Et de la même façon qu'en B2C, on est très attentif à nos buying personas, à nos caractéristiques de clients, moi j'insiste pour que quand on déploie une transformation numérique dans des environnements industriels, il faut aussi se poser la question de la finalité vis-à-vis du client. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous déployez, les outils que vous mettez en œuvre, permettent au client final, à votre client, de percevoir quelque chose de différent? S'il n'y a pas d'émotion, s'il sent rien, c'est que ce que vous avez fait a servi à rien. Vous pouvez mettre en œuvre le MES 4.0 le plus disruptif de la Terre. Si à la fin, votre client, vous avez des délais qui sont passés de 5 jours à 2 jours, mais qu'en fait votre client, ce n'est pas un délai de 2 jours qu'il voulait, c'était un délai fiable, c'est qu'en permanence vous lui donniez un délai de 36 heures, vous êtes passé à côté de la plaque. Et ça, pour moi, c'est souvent, malheureusement, et ça c'est un travers que j'ai souvent observé en milieu industriel, on a des techs qui parlent à des ingés. Donc si vous voulez, le client, il est parfois tout au fond de la salle de réunion, voire de l'autre côté des murs de l'usine. Et j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est d'ailleurs le sens du métier que je fais aujourd'hui. J'ai quitté le monde merveilleux de l'industrie pour justement porter j'allais dire, la bonne parole sur ce que sont nos clients industriels et comment on peut travailler la relation avec nos clients de façon différente. Et ça, j'insiste énormément. C'est une dimension à laquelle on a, moi le premier, qu'on a trop souvent oublié de mettre en œuvre. Voilà, je vais en terminer là-dessus. Mon dernier message, c'est d'abord de vous remercier de m'avoir écouté. Et puis, de vous rappeler ce qu'on dit souvent dans l'industrie, hein, c'est en faisant qu'on devient faiseux. Il faut se salir les mains. Moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est qu'il faut y aller. On n'est pas sûr de prendre la bonne décision, mais on démarre, on fait un POC, on se pose les bonnes questions, ce que je vous ai dit précédemment sur quels sont mes processus, est-ce que ces processus ont un impact pour mon client, est-ce qu'à la fin j'agis sur ma top line, ma bottom line, mon operating model, etc. Et puis je démarre et je lance quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas attendre avant d'avoir tout réglé pour commencer à travailler.
Je le dis et j'insiste parce que ce n'est pas forcément la façon dont un ingénieur de production fonctionne. La notion de POC, la notion de test, la notion de pivot, si ça ne marche pas, on pivote. Ce n'est pas dans l'industrie qu'on a appris à pivoter, c'est dans la tech. Dans l'industrie, on a appris à être rigoureux, systématique. Et dans la vraie vie, moi, ce que j'ai quand même observé, c'est qu'on peut faire des POC, on peut tenter des choses, imaginer des transformations et les tester. Et une fois qu'on a vérifié, qu'on a un business case et qu'on a un client qui perçoit un résultat à l'arrivée, à ce moment-là, passer à l'échelle. Voilà, merci encore pour votre attention. On a un peu de temps pour des questions. Merci Nicolas. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions à poser? Il faut en profiter. On a un expert de la transformation avec nous, donc lancez-vous. Comme vous savez, dans le monde industriel, il y a des changements de génération actuellement. Ouais. Les dirigeants, j'ai le cas avec un ancien dirigeant où la transformation digitale va se faire difficilement. Ça fait 13 ans que je travaille avec eux dans la fabrication de prothèses. Et je voudrais arriver à faire le changement. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à la double génération pour faire passer le cap Qu'est-ce que vous voulez faire changer? Qu'est-ce que vous visez toute la digitalisation de leur processus. Ça veut dire qu'il y a, dans le médical, il y a tous les cahiers, des rapports à effectuer. Et je ne veux plus qu'ils fassent sous Word et Excel, mais je vais arriver à les transformer. Et comment arriver à faire passer ces messages-là avec des générations le premier, ce par quoi j'ai commencé ma présentation, hein, c'est le pognon. Est-ce qu'il y a un business case? Est-ce qu'il y a un business case? Est-ce que ça permet ou d'économiser de l'argent ou d'augmenter la top line? Est-ce que ça permet de faire une transformation dont le client de votre interlocuteur que votre client percevra? Pour moi, ce sont ça les bons leviers. Changer pour changer, ce que je disais précédemment, injecter de la techno, si c'est pour le plaisir de la techno, c'est pas pérenne, c'est pas robuste pour moi. Faut repartir de choses simples. Je vous dis, le monde est suffisamment complexe comme ça. Dans nos transformations numériques, soyons le plus simple possible. Et c'est le pognon, c'est le client, c'est la simplicité des processus. Non, je suis bien d'accord, mais c'est de faire évoluer malgré tout. Il y a deux générations différentes. Ouais, mais jeune ou vieux, si vous montrez à des gens qui peuvent gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts, c'est plus une question de génération, c'est une question d'appétit. Non? Pas assez. Ouais, le contexte est plus compliqué. On peut en parler en off alors. Ouais. Bonjour. Moi, je voulais savoir en fait s'il y avait une grosse différence, et je pense qu'il y en a une, parce que là, vous nous expliquez des retours d'expérience chez ThyssenKrupp. Moi, je travaille beaucoup en tant que consultant pour des petites structures, TPE, PME industrielles, et je voulais savoir si les approches étaient très différentes ou similaires. Alors, merci de poser la question. On mentionne ThyssenKrupp parce que ça fait chic. C'est le groupe ThyssenKrupp, grand groupe industriel. Dans les faits, les organisations que j'ai dirigées en France, c'était une organisation de 700 personnes, mais qui était composée de 5 ou 6 PME. Et on avait des problématiques de PME. On avait des problématiques de centimiers, de gens qui sont pas en train de réfléchir au niveau de la holding d'un groupe industriel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est orienté vers des solutions. Enfin, on le sait, on est là aujourd'hui invité par Axelor. Axelor vise les PME, les ETI. J'ai pas entendu qu'Axelor avait volonté de se développer dans les conglomérats, dans les grands groupes. Et nous, les choix technologiques qu'on a faits sont des choix de PME. Donc j'ai envie de dire, le retour d'expérience que je partage avec vous, c'est plus celui d'un patron de PME, alors qu'il y avait une casquette avec un logo d'un grand groupe. Mais dans ma vie, dans mon quotidien, j'avais des problématiques de patron de PME et les équipes à amener dans cette transformation étaient les mêmes équipes qu'un patron d'une boîte de mécanique de 50 personnes dans la vallée de l'Arve va avoir à gérer. Quand j'entends parler IoT, etc., les PME, les deux sont loin de tout ça, quoi.
Ouais, on commence à avoir des solutions. J'étais à la BPI il y a quelques temps. Là, j'ai observé une présentation de quelqu'un qui était un patron de PME dans les industries mécaniques, une industrie que je connais un petit peu, et qui a d'abord développé des trucs, puisqu'il était un peu innovant, un peu joueur pour lui, des outils assez simples d'ailleurs d'acquisition de données, et qui maintenant on en a fait justement un autre business model. Je pourrais vous retrouver, je peux vous retrouver les coordonnées, mais au départ, c'était une boîte de moins de 50 personnes. Hein. Et il le vend, et il l'a pensé justement par rapport à ses besoins, et il le vend à des gens qui ont les mêmes types de besoins. Donc moi, je pense qu'il y a toujours cette idée, il y a des initiatives, faut démarrer quelque part. Puis après, l'IoT, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé d'équiper toute votre chaîne de prod. Vous faites un POC, ce que je vous disais précédemment, une proof of concept, vous équipez 5 machines, de préférence vos goulots, celles sur lesquelles vous avez un peu de questions à vous poser, et puis vous voyez si ça marche. Aujourd'hui, je trouve que dans l'IoT, on a quand même des solutions qui sont particulièrement souples, agiles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une. Quand vous parliez de transformation en profondeur, pour faire la transformation en profondeur, on disait qu'il fallait une transformation dans le temps, dans la durée, qu'il fallait prendre le temps de la faire. Dans le contexte économique actuel, hein, on le voit, par exemple dans l'automobile, les voitures chinoises arrivent avec des véhicules électriques. Nous, on est un petit peu peut-être à la bourre là-dessus. Comment on opère ce genre de choses? Comment on fait une transformation en prenant le temps dans ce contexte-là? Alors attention, prendre le temps, ça ne veut pas forcément dire aller lentement. Hein. Prendre le temps, c'est s'assurer qu'on a labouré, on a obtenu l'effet qu'on voulait obtenir. Je pense qu'il y a deux réponses, il y a deux niveaux de réponse. Il y en a un que je maîtrise moins et un avec lequel je suis plus à l'aise. Un que je maîtrise moins, c'est-à-dire si vous prenez l'exemple de l'arrivée des véhicules autonomes ou des véhicules électriques et demain des véhicules autonomes de Chine, etc., je pense que la seule façon de s'en sortir, ce sera de travailler en écosystème. Moi, je crois beaucoup au fait que, comme vous disiez, il y a plein de petits patrons de PME, mais le jour où ils se mettent ensemble, comme nos ados là, dans la cour de l'école tout à l'heure, et qui commencent à parler de leur sujet, ils vont trouver des réponses communes. Et l'écosystème, l'industrie allemande, que j'observe un petit peu, puisque j'ai quand même longtemps travaillé dans des groupes allemands, s'est remise en cause il y a quelques années. On a vu que les performances de l'industrie allemande commençaient à décliner, chiffres à l'exportation qui baissaient, etc. Et ils se sont mis en bande, entre guillemets, ils ont développé un écosystème, et notamment autour de l'IoT. C'est un sujet par ceux qui se sont dit, ok, on est des bons industriels, on veut continuer à être des meilleurs industriels, comment est-ce qu'on peut faire évoluer et améliorer nos performances? Et ils ont beaucoup investi. Donc cette notion d'écosystème, d'ensemble de groupes de personnes travaillant à un objectif commun, qui ont des intérêts à peu près similaires, pas forcément alignés, mais similaires, je pense que ce sera la réponse. Alors, macro au phénomène que vous décrivez. Après, quand on veut changer, quand on veut faire de la conduite du changement et aller suffisamment vite, nous, on était dans un contexte où, je vous dis, en moins de 24 mois, alors j'ai mentionné le déploiement de 2 ERP, parce qu'on a ces deux projets qu'on a menés avec Excelor, mais pour ne rien vous cacher, on en a même fait un troisième, une autre technologie, des gens qui s'appellent Microsoft, je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Donc on est capable d'aller vite. On a été capable d'aller vite. Et parce que déployer 3 ERP en 24 mois, on n'a pas chômé. Ce qu'on a fait dans ces cas-là, moi, mon retour d'expérience, c'est ce que j'appelle la co-construction. À partir du moment où vous embarquez très tôt, mais très, 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 très tôt, vos ouvriers, vos collaborateurs, votre middle management dans le projet, dans la définition, vous avez une chance de labourer un peu plus profond. Si les expériences top-down, où on a défini en tête ce qui était bon pour tout le monde, à la tête de l'entreprise, et qu'ensuite on le déploie, là, le risque, il est que ou vous alliez moins profond, ou si vous voulez vraiment que ça diffuse jusqu'en bas, là, par contre, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc ce travail autour de la co-construction, pour moi, c'est ce qui nous a permis d'aller à la fois aussi vite que possible et profond, et suffisamment profond. Merci. Plus d'autres questions? Écoutez, je vous propose de
clôturer cette conférence. Merci Nicolas une nouvelle fois. Merci pour votre invitation. Je vous encourage en complément à assister à l'atelier qui aura lieu à 14h15 dans la salle qui est à côté, qui traite de l'ERP production, qui sera animé par Mathis, me semble-t-il. C'est ça, hein. Mathis qui est au fond de la salle. Donc cet atelier vous permettra de voir ce qu'Accelor vous propose pour vous accompagner sur la production, donc sur le flux supply, sur le flux... alors pas MES, mais on n'est pas sur ce niveau-là, pas encore. Ça viendra peut-être. Mais voilà, donc on va couvrir tous ces aspects-là. Supply chain, production, dans une petite demi-heure, je ne sais plus. Il est à moins 10. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci.